Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Curtil, Head of Design chez Inetom. Tu es le nouvel invité de ce podcast et je te remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Pascal, bonjour. Bonjour Paul, et puis merci à toi de me recevoir, ça me fait super plaisir. Et ben de même, plaisir partagé et aujourd'hui ça va être hyper intéressant parce qu'on va discuter ensemble à la fois de ton parcours, de ce que c'est aujourd'hui Inetom et toi ton rôle de Head of Design chez Inetom, parce que pour être franc, au premier abord, je savais pas qu'il y avait du design chez Inetom, et quand tu m'as expliqué tout ce qu'il y avait, tout ce que vous faisiez et votre positionnement, je trouvais ça hyper intéressant, avec un volume de designers pareil qui est remarquable et sur lequel on se dit vous êtes un acteur important, et chose que j'avais peut-être pas imaginé avant, et donc on va pouvoir découvrir tout ça ensemble, et puis ensuite on discutera aussi de sponsorship, de stratégie UX. Bref, plein de sujets, puis la discussion va nous emmener sur plein de choses, et avec toi Pascal, on a toujours plein de choses à se dire. Donc écoute, la toute première question pour entamer la discussion que j'aime poser à mes invités, c'est à quel moment tu découvres le design dans ta vie et tu te dis tiens, ça va être mon job et ce que je vais faire plus tard, et ma motivation est à fond dessus. Écoute, en y repensant, ça vient assez tôt dans ma vie. Je m'intéresse à l'informatique à l'époque, ordinateur plus ou moins vieux, et puis à ce qu'on peut faire avec. Et dans ce qu'on peut faire avec, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément le développement, tu vois, le fait de coder des choses. C'était vraiment plutôt le fait de créer des choses. Donc créer du design, donc Photoshop 1.0, tu vois, sur disquette, ça remonte un petit peu. Craqué ou pas craqué? Je suis pas sûr que j'avais acheté à cette époque-là. Non, je te rassure, tous les head of design qui sont passés, qui me parlent de Photoshop, ils sont tous craqués. À l'époque. Plus maintenant. Voilà. Mais donc ça, et puis dessiner des choses, et puis créer des choses. Donc le design intervient assez tôt. Après, ça va se prolonger dans mon cursus d'ingénierie multimédia et puis de sciences de la com. Et puis ça va être complété par des études spécifiques dans le domaine de l'UX. Ouais. Donc on en reparlera peut-être plus tard, je sais pas. C'est ça, oui, c'est ça. En fait, c'est ça ce que je retiens de ton profil, c'est qu'au final tu rentres plutôt sur la partie oui, c'est ça, multimédia, je vois chef de projet business, chef de projet web, et au final le design comme on l'entend aujourd'hui, ça vient un petit peu plus tard quand tu arrives chez GFI, ex Inetom GFI. C'est ça? Ouais. Et du coup, et le vrai design, à l'époque, on appelait ça ergonomie des IHM. Oui, ergonomie des interfaces en machine, et ça arrive quand même chez moi il y a une vingtaine d'années avec un premier audit qui a été fait pour Michelin d'ailleurs, qu'on avait fait un audit ergonomique sur un framework Java de chez Michelin qui avait des interfaces, bref. Et du coup, premier audit ergo, et à partir de là, c'est là que ça se lance, cette partie ergonomie qui mixe du design, qui mixe de la research, donc de s'intéresser aux facteurs humains, quoi, et de mixer vraiment l'IT avec les facteurs humains. Et donc là, tu
t'évolues sur ça, tu arrives chez GFI, tu continues ta carrière. Est-ce que justement tu peux nous expliquer un peu ton évolution chez GFI et puis aussi la façon dont tu t'es formé pour ensuite arriver à ce rôle de head of design? Et ben, du coup, ouais, ça commence avant GFI par des startups, où là, tu sais, dans les startups, tu fais un peu homme orchestre, hein, tu t'occupes un peu de tout. Donc, en l'occurrence, moi, de la technique un petit peu, mais pas tellement finalement, mais surtout de la relation entre la technique et le fonctionnel et le business et les clients. Donc, du coup, à travers des interfaces, à travers des parcours utilisateurs, etc. Donc, tu as eu ça, effectivement, des rôles de chef de projet, de directeur de projet. Après, plus traditionnellement, tu disais tout à l'heure, en arrivant côté Spider GFI, des rôles d'avant-vente aussi, d'avant-vendeur, business developer. Et puis ensuite, j'étais assez rapidement directeur d'agence, en fait. D'accord. De cette structure-là. Et là, l'intérêt dans ce qu'on appelait les SS2I à l'époque, c'est que du moment que tu gagnais de l'argent avec une activité traditionnelle qui était du développement, qui était, et ben en fait, tu pouvais faire ce que tu voulais à côté. Et moi, ce qui me passionnait déjà à l'époque, c'était le design et toute cette partie ergonomie. Donc, j'ai développé au fur et à mesure une practice de plus en plus grosse sur ce qui s'appelait pas encore l'UX à ce moment-là. Et puis, c'est ça qui a évolué au fil du temps et qui m'a permis à travers mes rôles, d'arriver sur l'activité qui est aujourd'hui de Head of Design avec l'animation de l'ensemble de ce qui se passe en design chez Inetum. Et ça c'est assez fou. Ok, je découvre ça parce qu'en fait, pour avoir eu ce rôle-là dans mes expériences passées, prendre un métier comme ça qui était en train de se créer, d'évoluer et de l'emmener aujourd'hui à un peu plus de 160 designers dans le groupe Inetum, c'est ça, je crois que tu me disais. Ouais. Alors je dis pas que les 160 c'est toi qui les as recrutés, que vous avez progressé comme ça, mais en fait d'arriver à quelque chose de comme ça embryonnaire, de le faire parce que tu gagnes de l'argent ailleurs et que tu fais bien ton boulot, te dire bah tiens ça me fait kiffer et donc je l'emmène et je le fais grandir et c'est ça ensuite que tu vas récupérer avec ton adolescent après et puis bientôt maintenant c'est un adulte, ton bébé qui est devenu adulte du design, c'est hyper fort parce que bon déjà faut avoir les épaules solides et le stress et la gestion, une très bonne gestion du stress dans le monde des ESN et surtout dans le monde commercial qu'on connaît avec une réalité dont on parlait juste avant qui est pas si évidente à gérer. Et donc ça, tu arrives à l'emmener et à créer ton poste quelques années plus tard. Ouais, c'est fou. Exactement. Et du coup, mais en passant par plein de choses dont on parlera, mais le sponsorship, t'en parlais tout à l'heure, qui est un élément essentiel pour faire réussir ça. Et surtout, en fait, dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'une ESN, donc une entreprise de services numériques, à la base, elle n'a pas de design dans son ADN. Tu vois, et c'est pas péjoratif, hein, c'est juste le boulot et c'est juste l'essence de ce qu'on fait comme travail dans l'IT. Donc du coup, voilà, un de mes vrais sujets, c'est de mettre de l'ADN design dans Inetum. Ouais, parce que moi, ce que j'explique souvent quand je me présente, c'est que j'ai rencontré le design il y a 4 ans et avant, vraiment, je n'avais jamais entendu parler et j'étais dans une ESN comme Inetum et donc vraiment ça faisait pas du tout partie des réflexions à la fois des clients et à la fois en interne dans l'entreprise. On parlait jamais de user, on parlait de performance, des nouvelles technos qui arrivent, de capacité à coder, bref, d'organisation, mais on parlait jamais de user. Et donc toi, tu as été un peu la personne qui dit au fait, il y a du design, il y a les users. Dans une entreprise comme ça a dû être un combat. C'est un peu ça. Alors s'il y a un mot à retenir, c'est résilience. Hein. Il faut être hyper résilient. Mais voilà. Don Quichotte. On peut considérer que t'es un trait d'union quand tu fais du design dans une ESN. T'es une sorte de trait d'union entre des métiers qui sont très tech et puis à l'autre bout du spectre du business, de la communication, du marketing qui sont très focus sur les besoins de vente et sur les besoins des clients.
Voilà. Donc en fait, le design est une sorte de trait d'union entre ces deux sujets-là. Ouais, C'est par ce trait d'union que tu réussis. Hein. Si tu fais que de l'intégration de plateforme ou si tu fais que de la tech, en fait, tu vends pas grand-chose. Donc... Oui, et puis je pense qu'au début, tu as dû t'adapter un peu aussi à la maturité des clients et à la maturité interne, à faire principalement peut-être uniquement que des maquettes, réussir à vendre un peu de tests, etc. Et puis la recherche ça arrivera un petit peu plus tard. Ouais. Vendre des ateliers et et l'assessment de maturité, tu vois, avec un modèle de maturité type celui de Nielsen, c'est un truc important et c'est une des premières choses que j'ai fait en arrivant sur ce poste-là, c'est de se dire voilà, on en est où? C'est quoi la maturité de la boîte sur la partie design? Et donc du coup à partir de là tu te dis bon ben voilà tu assesses ta maturité, tu te dis on est là, on est à 1, on est à 2 sur 5 ou on est à 0, ça dépend. Ouais. Et puis après à partir de là tu fabriques une vision qui te dit bah voilà où on voudrait être. Donc c'est un vrai sujet d'être capable de se dire voilà où on voudrait être. Ça c'est vrai que on n'en parle pas assez et les critères de maturité de Nielsen, d'une organisation là, c'est hyper pertinent. Et je trouve je trouve que c'est très très bien fait et on arrive vite à se dire ok dans quelle case on est. Ouais. Et après je trouve ça hyper intéressant de se dire grâce à ça voici la cible et surtout et tu vas m'en parler peut-être justement à ce moment-là c'est ensuite il faut réussir à trouver les gens et à convaincre, persuader les personnes de te suivre un peu dans ce projet-là et de leur faire comprendre l'intérêt du design et de faire évoluer Inetum dans ce sens parce que il faut des investissements quand même. Ouais, absolument. Bah, du coup, une fois que tu sais où tu te trouves avec cet assessment de maturité, derrière, tu fabriques une vision, tu te dis, ben voilà où on voudrait se trouver, avec éventuellement une échéance, te dire, ben voilà, dans 3 ans, 4 ans, on est, par exemple, pour ce qui nous concerne, le sujet, c'est vraiment d'être le partenaire préféré de nos clients pour les activités d'expérience utilisateur. C'est aussi simple que ça. C'est hyper simple et c'est hyper fort. C'est qu'on veut avoir un vrai impact. Le sujet, c'est d'avoir de l'impact avec l'expérience utilisateur chez nos clients. Et donc, à partir de là, tu as raison. Deuxième étape, c'est tu trouves des sponsors. Parce que tu peux pas faire tout seul quand t'es un petit morceau d'une grande organisation. Donc, un des vrais sujets, c'est le sponsorship. Et c'est un sujet qu'on retrouve aussi chez nos clients sur toutes les activités de design. Quand il y a un truc qui fonctionne moyen ou pas très bien, c'est en général qu'il y a à la base un manque de sponsorship. Donc être capable d'aller voir une direction générale, voir un CEO, voir des CXO pour leur dire bah voilà le design, ce que c'est dans notre organisation, voilà ce que ça peut apporter, voilà quel bénéfice tu vas en tirer. Et en fait, ta maturité elle devient forte. C'est un peu bizarre, mais ta maturité elle devient forte à partir du moment où le design devient une activité comme les autres dans l'entreprise. C'est-à-dire que le design, tu dois pouvoir le mesurer. Au même titre que n'importe quel, tu vois, ça te fait sourire, mais tu vois, au même titre que n'importe quel job dans l'entreprise, en fait, le design, on se dit c'est hyper créatif, c'est chouette, c'est des gens différents, etc. Ok, c'est vrai, mais en même temps, tu dois rendre tes activités de design mesurables. C'est-à-dire, on doit pouvoir savoir quel bénéfice tu en tires, comment ça se mesure, etc. Ça me fait sourire parce que je connais bien les gens à qui tu as dû vendre l'UX et que donc mais on les retrouve dans toutes les entreprises et puis c'est les chiffres sonnants et trébuchants, hein, c'est ça qui intéresse. Après je pense que il y a quand même des profils qui sont assez visionnaires et peut-être qui sont beaucoup dans la veille et dans le sentir sentir les tendances. Ouais, sentir les tendances, c'est ça. Et donc ça, c'est des profils qui vont peut-être être plus facilement à l'écoute. Mais oui, je vois bien le chemin que tu as dû parcourir. Et justement, ça m'intéresse de me dire, t'es venu avec quoi tu me disais mesurer l'UX, mais voilà, t'es venu avec quoi pour les convaincre? Un petit peu de documents.
je sais pas, t'as fait des présentations, t'as fait, Ouais. tu sais, souvent on parle de catalogue de services aussi. T'es peut-être venu avec des références clients en expliquant, bah, s'ils font chez BNP, ils vont bien le faire chez Crédit Agricole. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Et tu sais, bah, exactement. C'est-à-dire que tu y vas d'abord quand tu connais pas toute la mesure de l'UX, comment ça se mesure, quel ROI tu peux en tirer. Et bah, tu te renseignes. Hein. C'est une fonction de base. Et il se trouve que Gartner a établi un certain nombre d'indicateurs pour mesurer l'UX dès 2019. Donc du coup, tu te bases sur tout un tas d'articles, de documentation, de Rex, etc. Et ensuite, tu vas donc ça te permet de dire, ok, on va être mesurable comme n'importe quelle activité de l'entreprise. Et ensuite, tu te dis, eh ben, il faut montrer que ça marche. Un des vrais sujets, c'est de dire, je montre que ça marche. Donc, tu prends des petits projets et puis tu les fais avec des activités du X, avec du design thinking, et tu t'aperçois que les projets ils marchent bien. Et ils sortent dans les temps ou même un petit peu avant, et puis surtout ils sortent avec un niveau de satisfaction des utilisateurs ou des clients qui est plus élevé. Donc là tu commences à dire ok, on a des projets gagnants où ça fonctionne. C'est un sujet. Et puis tu le disais tout à l'heure, effectivement c'est les clients. Moi, quand je suis arrivé sur ces sujets-là, on m'a dit, bah non, il n'y a pas du X chez BNP, non, chez Crédit Agricole, dans les industries, il n'y a pas de X. Et en fait, tu vas démontrer que c'est pas vrai, en fait. Et au fur et à mesure, et si tu te remets 10 ans en arrière, il y avait pas grand monde en tant que head of design dans les boîtes. Hein. C'est pas sûr que la fonction existait vraiment. Ouais, tout à fait. Et donc, le podcast n'aurait pas pu exister. Ouais, il y a 10 ans, ouais, t'aurais été très, très, très innovant. Et donc du coup, l'idée c'est ça, c'est de montrer que ça fonctionne et après de montrer que tu peux l'appliquer et que tu peux fournir ce service-là à des clients, parce que le job d'une ESN c'est quand même de fournir du service, tu vois. Et donc du coup, l'idée c'est de prouver par l'exemple que tu peux fournir du service, que c'est rentable, que c'est mesurable, et après exécuter ta vision en fait. Et que ta vision, quand tu es dans une grosse organisation, que ta vision, elle colle à la vision de l'entreprise. C'est ça le truc aussi, tu vois, chez Inetum, un de nos gros sujets, c'est d'avoir de l'impact. C'est dans toutes nos activités avoir de l'impact. Et ben pour le coup, l'UX et les activités de design, ça a vraiment de l'impact, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis je pensais à ça, vu que Inetum, vous êtes aussi une ESN qui est aussi connue sur tout ce qui est projet, forfait. J'imagine que peut-être sur certains projets ou forfaits sur lesquels vous avez pu vous engager, et ben vous avez peut-être pu montrer que grâce au design, vous n'avez pas été obligé de recoder tant de lignes parce que c'était mal fait, mal pensé. Et grâce au design, vous avez réussi à faire tout ça. Donc c'est ce qui a pu arriver. Enfin, c'est ce qui est arrivé. Ouais, sur un certain nombre de projets, et puis tu as aussi des clients qui viennent te voir parce que il y a souvent chez nous, il y avait souvent un mode pompier où en fait tu vas intégrer ton projet, et puis en bout de course ou relativement en bout de course, tu vas avoir un client qui est mécontent parce que ça répond pas aux besoins, ça répond pas aux attentes. Donc là, tu détricotes pour te dire, ok, on va reprendre le fonctionnel, on va faire des ateliers, on va mieux comprendre le besoin, on va aller étudier ça, on va aller interviewer des stakeholders, on va mieux étudier et on va revoir les fonctionnalités pour qu'elles répondent mieux aux besoins. Et ça, c'est hyper intéressant parce que j'imagine qu'ensuite, tout ce qui est chef de projet, directeur de projet, etc., c'est des gens qui, après, ont été convaincus par la méthodologie et qui ensuite se sont dit, bah, si je veux pas de problème, faut que je passe par les équipes design. Et ben, ça, c'est la partie, ça, c'est une partie hyper importante qui est l'acculturation. Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. Le fait d'amener ce réflexe design, entre guillemets, à des populations qui l'ont pas au départ, comme tu disais, des chefs de projet, même des développeurs, des business analysts, etc. Les commerciaux.
Très des commerciaux aussi. Mais ça arrive souvent dans un 4e ou 5e temps. Mais c'est vrai, ouais, tu as raison. Donc du coup, il faut préparer, il faut culturer, il faut sensibiliser, il faut passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à montrer à tout le monde que c'est un point intéressant et qui va faire gagner des points à la boîte. Ah, trop bien. Et donc ça c'est ce que tu fais pendant combien de temps pour arriver à ce rôle de head of design, ensuite te dire ok Pascal c'est bon. Alors c'est permanent, hein. Tu y es jamais, hein. Tu peux pas dire je suis pas en haut de la montagne et je regarde tout le reste, hein. Ça aide. Je suis champion du monde, c'est bon, c'est bon, j'arrête. Au final, le plus dur, il est d'y rester et de continuer à développer le truc. Ok, je comprends. Et donc, Et donc du coup, mais ça dure sur plusieurs années en fait, hein. Le timing réel, il est il y a 4 ans, il y a 4-5 ans, donc un peu avant le Covid, chez nous, il n'y a pas grand-chose en design. Les designers se comptent sur les doigts d'une main, et là, ça fait à peu près 150 personnes 5 ans, autour de 5 ans après. Donc moi, je l'avais préparé un peu avant, comme je te le disais tout à l'heure, mais le pace, il est là, quoi. C'est une croissance exponentielle, c'est une croissance ça qui intéresse bien sûr Inetom et bravo. Et ce qui est intéressant, c'est que tu le fais en France, mais tu le fais aussi un petit peu à l'international. Raconte-moi justement aujourd'hui un peu quel est ton rôle de head of design au sein d'Inetom. Et ce que tu y fais, ton équipe, etc. Alors mon rôle, il y a vraiment plusieurs streams. Le premier stream, c'est organiser et gérer. C'est plus ou moins, hein, t'es responsable d'une équipe de X personnes, et ben un de tes gros jobs, c'est d'organiser et de gérer. 2, mon sujet, c'est de développer et d'accompagner les équipes. Donc accompagner les équipes, c'est sur de l'avant-vente, sur du recrutement, sur des propositions, sur des clients, aller convaincre des clients, c'est sur certains ateliers, etc. Donc cette partie accompagnement des équipes est un sujet clé. Et puis évidemment le recrutement est un sujet clé pour nous parce qu'on essaye d'avoir les meilleurs profils possibles. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, développer et accompagner les équipes. Et puis, délivrer un peu de savoir, entre guillemets, mais c'est beaucoup plus faible qu'on peut penser, puisqu'en fait, on essaye de recruter. C'est un truc difficile, hein. On l'avait évoqué, on essaye de recruter les gens les meilleurs possibles. Donc, en fait, si tu regardes bien, globalement, dans l'équipe, à peu près tout le monde est meilleur que moi en matière du X. Et ça, c'est un point structurant si tu veux faire grossir une équipe et si tu veux réussir dans une organisation, c'est vraiment d'essayer de recruter des personnes qui ont les meilleures compétences. Ça, c'est sûr. Ok. Et donc, justement, on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Est-ce que comment justement tu t'organises là dans l'équipe? Est-ce que t'as des leads, j'imagine? Comment tu as réfléchi un petit peu ton organisation et quels sont les métiers qui sont représentés dans ton équipe? Alors, du coup, sur le principe de l'équipe et le suivant, on a des leads pour chaque gros stream. On a un lead research qui est Michel Makedonski, qui est lui vraiment un gourou de toute la partie recherche. On a un lead sur la partie gouvernance du design, qui est Thomas Béger, qui est vraiment un expert des design systems et de la gouvernance, qui est devenu un point important. On se parlerait pas gouvernance du design il y a même 7-8 ans. Mais là, on s'en parle parce que c'est un point qui est devenu vraiment fondamental. J'ai un expert UX pour les plateformes, qui est Skander. On est organisé en lead qui gèrent après soit eux-mêmes une équipe, pour se dire, Michel, il y a une équipe de researchers qui développe, soit en transverse. On a un principe de communauté qui est le suivant. Toi, en tant que UX designer, quand tu rentres chez nous, tu es accueilli dans une communauté. Et cette communauté, elle va pouvoir te permettre de progresser sur les différents streams.
Tu dis à un moment donné, ok, j'ai un sujet de recherche chez mon client là, et je sais pas trop comment faire. Eh ben, tu vas demander à Michel. Tu as un sujet de design system où tu es intégré dans une équipe où tu n'avais pas forcément l'habitude, il y a un design system très évolué, etc. Tu vas pouvoir te retourner vers Thomas. Nous, le principe de la communauté, c'est ça. C'est de pouvoir permettre à chacun de progresser en fonction de là où il se trouve et de là où il doit développer des compétences. En fait. Ok, très clair. Et ensuite, les consultants qui font partie de tes équipes, ils sont rattachés donc au lead, à certains leads, ou ils sont rattachés directement à toi, et comment tu arrives un peu à suivre à suivre leur carrière, à suivre comment ça se passe en mission, etc. Ou est-ce que c'est plutôt les commerciaux qui sont des business managers peut-être? En fait, c'est plutôt les leads dont on vient de parler là aussi sont des managers UX. Donc ils ont leur propre équipe. D'accord. Et puis du coup, tous les leads me reportent. D'accord. C'est ça le principe le plus simple. Et après, on travaille effectivement avec les commerciaux, et ce sont pas les commerciaux qui sont les managers des UX. Parce qu'en fait, je pense, c'est une conviction, mais que les managers des UX doivent eux-mêmes connaître très très bien le métier, et pour être capable de les accompagner justement. Tu vois. Je suis assez d'accord avec cette vision-là. Pour autant, en plus, tu sais, moi, je l'ai vécu dans l'autre sens. Moi, j'étais business et manager. Et c'est sûr que les deux premières années, même les trois, parce qu'en vrai, j'étais pas pertinent sur aider sur comment tu fais dans ton design system telle et telle chose, comment tu animes tel atelier. C'est clair que j'avais pas du tout les compétences. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai plus quand on a ce type d'organisation là. Et puis parfois le business manager, t'es un peu jugé parti parce que toi t'as ta marge à t'as ta marge à gérer, t'as des chiffres à réaliser, et puis de l'autre côté t'as quelqu'un qui souhaite avoir une augmentation, etc. On connaît un petit peu ces différentes choses, donc faut arriver à trouver un terrain d'entente entre les différents intérêts de chacun. Et c'est vrai que parfois, quand tu as les deux rôles, c'est compliqué de. Et oui, donc du coup, séparer ça est intéressant. Et puis il y a un autre sujet qui est important, et ça n'existait pas quand je suis arrivé. Et on a encore beaucoup de clients chez qui ça n'existe pas. En fait, on a un référentiel métier. Tu sais, le référentiel métier, c'est là où tu vas décrire tous les métiers qui se pratiquent dans l'entreprise. Et quand je suis arrivé sur ces sujets, il n'y avait pas d'UX dans les référentiels métiers. Donc les UX designers, ils étaient considérés comme concepteurs développeurs, comme consultants MOA, etc. Donc on a défini avec le service RH des métiers. Et donc on a 6 métiers spécifiques qui sont définis avec tout un tas de champs de compétences, une matrice de compétences avec des définitions, des niveaux à atteindre, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ça permet aussi d'expliquer à chacun les évolutions, ce qu'on peut attendre d'eux, ce qu'on peut attendre pour arriver à un certain niveau de salaire, etc. Et que ce soit pas un peu au doigt mouillé ou à la sensation d'une bonne relation ou de quelque chose qui se passe plutôt bien ou plutôt mal. Ouais, tout à fait. Et toi, en tant qu'UX, ça te permet aussi de te projeter, tu vois. Aujourd'hui, tu es UX designer, par exemple. Est-ce que tu veux demain être product designer, ou est-ce que tu veux demain être UX lead ou faire autre chose? Du coup, ça te permet de voir ce qui te manque comme compétence, sur quoi il faut que tu progresses, comment il faut que tu modifies ce que tu fais pour arriver à ce nouveau poste que tu souhaites, tu vois. Ouais, je comprends. Et une des problématiques souvent qu'on trouve dans le monde des ESN, c'est la capacité aussi à animer l'équipe, faire que il y a un sentiment d'appartenance. J'ai vu que vous aviez fait pas mal d'événements avec la FLUPA et avec d'autres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu vos actions sur ça? Ouais. Avec plaisir. Écoute, du coup, le principe, c'est qu'effectivement, quand tu parles de communauté, tu parles forcément d'animer une communauté, quels que soient les métiers. Et du coup, nous, on a choisi ça. On fait un meet-up par mois.
avec toutes celles et ceux qui souhaitent participer. Et puis au-delà de ce meet-up, on fait aussi, on invite, comme on l'a fait en juin avec Flupa là, on invite au siège. Là en l'occurrence c'était Flupa et c'était France Wang qui est une UX researcher qui a une startup qui venait nous expliquer les 5 grosses erreurs à ne pas commettre en matière du UX research. Donc ça, hyper intéressant parce que ça t'ouvre, là en l'occurrence, c'est encore dans notre champ de compétences, tu vois. Donc du coup, ça te permet de découvrir une nouvelle façon de voir les choses. Et on a aussi reçu, hyper intéressant, Weevoo, qui est une grosse boîte de product management, qui est par ailleurs partenaire sur un de nos dossiers. Et du coup, ils sont venus nous expliquer le product management. Ouais. Et en fait, tu vois, quand tu es UX designer, researcher ou dans nos métiers, tu vas me dire le product management, c'est pas ton métier. À la limite, donc c'est pas grave. En fait, l'idée de cette communauté-là, c'est de s'ouvrir. C'est si tu comprends mieux, si toi, t'es product designer, si tu comprends mieux le job du product manager, à ce moment-là, ça veut dire que tu vas pouvoir mieux travailler avec lui ou avec elle. Ouais, et puis aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a un peu la question de se dire, on a l'impression que le rôle à la mode, c'est d'être le product designer, donc tout le monde change son rôle et des UX en product designer, mais au final. C'est un métier bien spécifique, ça correspond à aussi des organisations bien spécifiques et parfois ça sert à rien d'être product designer chez certains peut-être gros clients, etc. Ouais, mais oui, c'est hyper intéressant. Et donc justement, on parlait du volet recrutement. Oui. Comment vous faites pour recruter? Quel est un peu le process et je dirais les points sur lesquels vous faites un focus? Alors, dans vos recrutements? Il y a une particularité. Il y a une particularité des ESN, effectivement. Alors après, recrutement, on fait un peu comme tout le monde. On a des équipes de recrutement. Donc, on acculture nos recruteurs et nos recruteuses à ce que sont les métiers de l'UX. Je parlais du référentiel métier, on se base là-dessus. Et puis, du coup, après, leur job à elles et eux, c'est d'aller chasser le type de profil qu'on recherche. Donc, des product designers, des UX designers, de temps en temps des UI designers, des UX researchers, quelquefois des UX writers, même si c'est moins courant. Donc, du coup, ils vont chercher ça. Et puis on vérifie les compétences, on fait des rendez-vous 1, rendez-vous 2, rendez-vous 3. Et la particularité quand même qu'il y a sur une ESN, et c'est ça qui est difficile dans les métiers du design aussi, c'est que on vend du service, mais en fait vendant du service, on vend aussi des people. Tu vois, quand on va placer, ce qui est un de nos jobs, de placer un ou une UX designer dans l'équipe de design d'un de nos clients, il va falloir passer des entretiens. Il va falloir que ce designer ou cette designer passe un ou plusieurs entretiens avec le client. Donc, il faut trouver des gens qui ont aussi, au-delà de leurs compétences et de leurs expertises, qui ont la capacité à bien se présenter. Tu vois ? Ouais. Et à être friendly, à être ouvert. Ça peut te paraître évident pour un designer, mais en fait non. La capacité à communiquer, la capacité à faire passer ses idées, à être synthétique, est pas forcément innée. Donc ouais, tout à fait. Et capacité à se positionner comme une personne qui apporte de la qualité de service, qui vient apporter du conseil. Qui est force de conviction, force de proposition. Ça c'est important et ouais, en effet. Et je dirais, moi, il y a aussi un autre aspect, je trouve, qui correspond aux consultants, c'est la capacité à se remettre en question, parce que ça peut être parfois assez difficile à vivre, mais et à la fois c'est ce qui est hyper intéressant dans le monde du conseil, c'est que pendant 4 mois, 5 mois, 1 an, on va en mission quelque part, et puis ensuite on change, et puis on évolue de mission en mission. Et en fait, parfois vous pouvez être le meilleur chez l'un et peut-être un profil répondant aux attentes, mais peut-être pas le meilleur chez l'autre, et vice versa. Enfin, et en fait, et à chaque fois, tu te remets en question parce que tu reviens te présenter, et puis ça a bien marché avec un client sur une présentation avant, et puis là ça a peut-être moins bien marché, t'as peut-être pas eu la mission, mais ça veut pas dire que t'es pas la bonne personne. Donc en fait, faut accepter ça. Ça, c'est, je trouve, c'est le plus dur, surtout si t'as de l'ego, c'est très bien. Parfois l'ego ça fait avancer, mais
En tout cas, c'est une vraie capacité qui est pas simple, qui est pas donnée à tout le monde. Ouais, et t'as tout à fait raison. Se remettre en question, voilà, dans les choix qu'on fait, dans la manière dont on se comporte, etc. Hyper important. Et challenger ses compétences. Ouais. Tu vois, c'est ce que tu disais Pas tout à s'endormir, l'heure. c'est clair. Quand t'es UX ou UI et tu dis, le métier à la mode, c'est product designer. Ben, en fait, la plupart des gens vont mettre product designer sur leur CV à la place de UX designer. Mais c'est là où il faut venir challenger tes compétences. Tu vois? C'est un peu ce que j'ai fait, tu vois, en arrivant sur ce poste de head of design, j'ai dit merde, je suis pas bon en stratégie UX, tu vois, j'avais regardé un peu des trucs, mais j'étais pas bon. Et ben boum, je suis allé et je me suis dit ok, je suis nul, allons-y, comment on fait pour être meilleur? Et ben je suis allé suivre le cursus management de l'UX de HEC Montréal, tu vois, super. Par exemple. Et du coup, effectivement, ça m'a ouvert les yeux sur tout un tas d'éléments, tout un tas de choses. Ça m'a challengé. Ça a pu être compliqué. Ouais, ouais, c'est challenging. Ouais. Et du coup, tu sors de là avec des nouvelles armes et la capacité à faire mieux que ce que tu faisais avant. Donc t'as raison. La remise en question, c'est un vrai défi, et surtout dans nos métiers de la tech qui évoluent. Tu vois, c'est pas que le design, ça évolue hyper vite. Et donc du coup, se remettre en question et savoir se dire, ok, ça je ne le sais pas. Si je veux progresser, il faut que j'apprenne. Ouais, c'est ça. T'as les toutes dernières releases de Figma, il faut que tu les aies. Les nouvelles. T'ailles voir côté façons de GenAI. faire, voilà. Les jobs to be done. Moi, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Et, la mécanique, j'ai encore du mal à l'expliquer, du job to be done. Et en effet, quand tu rentres avec quelqu'un qui connaît, qui te facilite et tout ça, les ateliers, c'est hyper puissant côté business sur plein de sujets. Et à la fois, c'est juste une autre façon de penser. Il faut se mettre à la page, et c'est ça qui est hyper enrichissant et qui fait que les personnes moi je conseille toujours aux gens de faire du conseil dans leur vie, et de passer par ces étapes-là, parce que je trouve que c'est un peu c'est une sorte de parcours d'un peu du combattant, mais quand tu sors de ça, t'es solide pour arriver en interne chez des très gros clients, ou travailler sur des gros projets, être là où on souhaite être. Je trouve que ça a du sens de passer par le conseil. Ouais, c'est un élément, c'est un point intéressant. Et tiens, justement, moi, ça m'intéresse qu'on ouvre un petit peu sur HEC Montréal et stratégie UX. Est-ce que tu peux nous faire un petit focus sur ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question de faire cette formation. Ouais. Comment ça s'est passé? T'es allé à Montréal ou pas? HEC Montréal. Ouais, HEC Montréal. Non, je suis pas allé à Montréal. Donc ça. Tu l'as fait à distance? C'était pas mal, ouais. C'était un parcours à distance avec plein de monde. Donc ça, c'était hyper intéressant. Des intervenants de vraiment beaucoup d'horizons. Une patronne de la formation qui était hyper intéressante. Et du coup, comment ça se passe? Ça vient du constat d'un manque, si tu veux. J'avais commencé à faire progresser cette partie UX chez GFI à l'époque, qui est devenue Netom, et je sentais qu'il y avait une sorte de plafond de verre, qu'on n'arrivait pas à dépasser un stade en termes de maturité, en termes d'intégration dans les activités. Et donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un sujet, il y a un problème. Et donc du coup, faire ce cursus-là, ça a permis de résoudre ce problème-là en se disant, ok, il y a une partie de ce cursus qui est l'UX management. Comment tu gères des équipes d'UX? Parce que ça s'appelle UX management, pas management. Donc du coup, gérer des gens qui sont très créatifs, gérer des gens qui ont beaucoup d'empathie, ce qui est un des sujets de beaucoup de designers, et ça se fait pas tout à fait de la même manière que gérer d'autres types de métiers. Donc du coup, il y a cette partie management. Et dans le cursus, tu as toute la partie UX stratégie qui est vraiment un sujet clé, parce que c'est là que tu apprends, c'est un peu ce qu'on échangeait tout à l'heure, c'est là que tu apprends comment je sais où je suis, comment je définis où je veux aller, et puis ultimement, c'est quoi la roadmap et comment j'y vais. Donc la stratégie UX, c'est d'être capable de franchir toutes ces étapes-là. Et en plus, quand tu es dans une ESN, il faut t'insérer, et c'est ce que tu apprends aussi cette formation-là, il faut t'insérer dans ton marché.
Mais ça, c'est ce que j'ai pu faire aussi côté MIT là sur l'innovation itérative. C'est t'insérer dans ton marché, c'est-à-dire, ok, il y a ce dont toi tu as besoin, mais il y a ce dont tes clients ont besoin. D'accord. Et en fait, tu évolues dans un marché avec des concurrents, avec des clients, avec plein de choses. Et donc, du coup, il faut caler ta stratégie aussi sur l'évolution du marché, les tendances, et puis ce que veulent tes clients et là où sont tes clients. Tu vois. Et tu vois, ça d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu m'as montré là quand on a préparé l'échange. Tu avais une vision des principaux sujets que tes clients vont aborder en 2024. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça fou parce que moi, dans mon avant chez UX République et même dans mes autres entreprises, on n'avait jamais eu de la recherche comme ça, une sorte de recherche utilisateur sur quels sont les sujets importants de nos clients. Et j'ai trouvé ça super évident et à la fois tellement pas fait. Et j'ai trouvé ça génial. Ben nous, ouais, c'est une enquête qu'on fait chaque premier trimestre de l'année pour effectivement demander à nos clients qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché l'année précédente, et puis qu'est-ce que vous allez faire cette année, tu vois, dans quoi tu vas investir cette année. Et en fait, tu t'aperçois que tes clients ou tes prospects, ils sont aussi enclins à échanger avec toi là-dessus parce que ça les intéresse aussi. Ça intéresse tout le monde de savoir ce que font les autres et où ils se situent, etc. Tu vois. Tout à fait. Et puis toi, après, ça te définit toute ta stratégie pour 2024 de recrutement principalement et donc comme ça, tu te dis ok, il faut que j'investisse ici. Ça influe sur nos décisions aussi, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui existait avant ou c'est quelque chose de mis en place Non, on le fait depuis 2021, me semble-t-il. Non, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Voilà, t'as tout un tas de boîtes qui sont plutôt à avoir tu vois, t'as des compétences, t'as des expertises, et puis tu les proposes au marché. C'est le stream standard. Mais quand tu fais de l'UX, ton mindset devient complètement différent. Ça a dû être, mais c'est clair. Et ça a dû être vraiment un livrable hyper intéressant, même pour pour le comité de direction, pour ton management et tout, de se dire, voilà, on a demandé à nos clients ce qu'ils veulent, voici ce qu'ils veulent. C'est hyper intéressant. Tu shifts ton mindset et tu te dis, ok, on va partir du client, on va partir du marché, et du coup, on va fitter shaper nos services à partir de ça. Tout en ayant des convictions. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu as une roadmap, tu as une vision, voilà ce que tu veux faire. Et en fait, tu confrontes ta vision à ce que tes clients eux-mêmes veulent faire, à leur challenge à eux. Ça, c'est hyper important, de connaître les challenges de tes clients. Et donc, justement, par rapport à ça, l'un des principaux résultats, c'était la recherche utilisateur, très bien. Oui. Mais on sent aussi que il y a d'autres aspects qui intéressent, dont la partie intelligence artificielle. Tout le monde se lance, mais personne ne sait trop comment le faire. Et puis, il y a peut-être un manque de retour sur de façon très un peu quick win, qu'est-ce qui peut nous faire gagner du temps, comment l'IA peut nous faire gagner du temps là rapidement. Et ça, c'est des sujets sur lesquels tu as travaillé à la fois donc à court terme, donc rapidement, à la fois à moyen et à long terme. Est-ce que tu peux un peu nous donner les quelques billes que tu as présentées lors du dernier Vivatech, c'est ça? Ouais, exactement. Tu as représenté Inetom pour Vivatech et la partie design sur la Gen AI. Ouais, exactement, parce que voilà, c'est une hype absolue. Hein. C'est-à-dire je pense qu'il y a rarement eu ou jamais eu une hype pareille pour un sujet que le Gen AI. Et donc le Gen AI, il y a aussi des impacts sur le design, sur les activités de design. Et donc notre sujet, c'était d'étudier comment ça se passe. Donc comment tu fais ça? On a choisi d'étudier ça par métier, c'est-à-dire impact du Gen AI par métier. Si tu es UI designer, qu'est-ce qui se passe? Si tu es UX designer, qu'est-ce qui se passe? Si tu es researcher, qu'est-ce qui se passe? On l'a aussi étudié par activité. Donc le sujet Vivatech, c'était ça aussi, de dire dans une activité de design thinking, comment on rentre du Gen AI et qu'est-ce que ça peut te faire gagner. Et puis on l'a intégré aussi, intégré une réflexion par maturité. C'est-à-dire en fonction de ta maturité, toi, en tant que designer ou en tant qu'organisation qui fait du design, qu'est-ce que la Gen AI peut t'amener.
Et donc du coup, on a fait pas mal d'études, on a fait des tests. Je t'en parlais aussi. On a fait des tests sur tout un tas de solutions de GenAI, et donc ça permet aux designers de se dire bah voilà, ça peut être intéressant pour tel sujet, ça fonctionne bien dans tel cas, et dans tel autre cas, ça fonctionne moins bien. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. Donc justement, est-ce que tu peux nous donner quelques biscuits? Bon, ce que j'allais dire après à tous ceux qui nous écoutent et aux décideurs du design qui nous écoutent, bien sûr, contactez Pascal pour qu'il vous explique lui sa vision sur la partie GenAI, etc. Non, mais ça sert à ça tout ce travail. Mais est-ce que tu as un petit biscuit là pour nous donner envie de t'appeler? Ouais, alors tu vois, un truc qui était surprenant, c'est par exemple les choses type UIZarm, c'est-à-dire des interfaces où tu vas prompter et ça va te générer une interface. Ouais. Il y en a un certain nombre, et donc ça te génère un wireframe plus ou moins habillé, hein, ça peut même te générer un habillage. Et donc du coup, on a essayé ça, et le takeaway de ça, il est hyper bizarre, parce qu'en fait, d'habitude, les designers tradis, tu vas dessiner quelque chose, pas forcément dans Figma, mais tu vas peut-être même dessiner sur un papier. À la main, tu vois, tu vas drafter un wireframe, tu vas faire ton zoning, tu vas mettre tes fonctionnalités, etc., dessiner les boutons, ce que tu veux. Tu le fais soit sur un papier, soit sur un iPad en dessinant, soit directement dans Figma des fois. Ok, d'accord. Et ben là, on transforme ça en disant, je vais prompter ce que je veux dessiner, d'accord. C'est ça le principe. Hein. Donc tu promptes, comme sur un chat GPT, tu vas prompter du texte pour dessiner ton interface. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que pour beaucoup de designers, c'était plus long. En fait, parce qu'en fait, l'idée que tu as dans la tête, tu vois, si tu as un mindset un peu visuel, tu as déjà une idée d'interface. Je te dis, fais-moi un draft de page d'authentification, par exemple. D'accord ? Ça se dessine dans ta tête, tu as déjà les champs qui apparaissent et tout qui apparaît. Et ben en fait, il faut que tu retraduises l'idée visuelle que tu as dans la tête, il faut que tu la retraduises en prompt texte. D'accord ? Pour que la machine te sorte finalement ton visuel. Et bien en fait, ça repose sur une capacité que tous les designers n'ont pas, mais c'est un sujet global sur la GenAI. Ça repose sur ta capacité sémantique à prompter des choses pour demander à la machine correctement le résultat que tu veux avoir. Et ben en fait, on a remarqué que pour un certain nombre de designers, c'est plus long que de dessiner directement l'interface qu'ils ont en tête. Tu vois ? Et peut-être que c'est sur les générations actuelles, peut-être que demain, après-demain, les enfants de 2020 qui auront appris à prompter en CM2, ils vont prompter par la pensée. Bah voilà, après la pensée on n'y est pas encore, mais après du conversationnel. Avec un Neuralink, et puis c'est bon. Ouais, arrive assez vite le conversationnel, donc tu vas pouvoir t'exprimer par la voix comme on le fait là, on pourra être en train de dessiner une interface avec la voix. Ouais. Mais je vois le retour en effet. D'accord. Tu vois le truc, donc du coup là le gain il est pas du tout évident parce qu'en fait ça repose plus sur ta capacité de designer à imaginer les interfaces, ça repose sur ta capacité de prompteur à rentrer les bons textes pour avoir un résultat. Donc tu vois, tu shiftes la capacité principale et la compétence principale qu'il faut avoir pour faire le job. Donc ça, compliqué. Par contre, à l'autre bout du spectre, tu as les researchers, on en parlait tout à l'heure, qui ont testé la GenAI sur plein de choses, notamment Dovetail, des logiciels de, tu sais, un des gros sujets de la recherche quand tu fais des interviews, des entretiens, c'est le transcript. C'est-à-dire comment tu tags tous tes résultats d'interview, d'entretien, machin, comment tu définis les mots-clés, les phrases-clés. Et là-dessus, la GenAI, sur un certain nombre de solutions qu'on a testées, est vraiment te fait gagner du temps. Te fait très, très clairement gagner du temps. Ouais, tout à fait. Ça, en effet, là, sur les solutions Usage, Dovetail, c'est ce qu'on remonte. Ok. Et donc, en fait, ça, là, t'as toute une étude autour de ces impacts, différents outils. Ok. Après, t'as du Firefly. Après, je pense qu'il y a des métiers qui doivent
peut-être plus s'inquiéter que d'autres. Hein. T'as du Firefly pour générer des images, tu as des solutions pour générer des illustrations. Et tu vois, moi je suis pas dessinateur par exemple, et ben j'arrive à générer des illustrations qui sont bluffantes. Rien en promptant, par contre je suis assez bon en prompt, donc du coup j'arrive à générer, y compris des familles d'illustrations qui ont vraiment du sens et qui sont de bonne qualité, tu vois. Et ça, justement, ça, c'est des outils que vous commencez déjà à avoir chez Inetum. Vous avez peut-être On commence à utiliser. Ouais, ok. Chez beaucoup de clients, c'est à l'état d'embryon ou c'est à l'état de test. C'est pas Ouais, c'est ça. facile. Je crois que Microsoft a envoyé pas mal de licences un peu gratuites pour tester Copilot. Ouais. Et, Ouais, t'as un autre endroit. Évidemment, c'est l'UX writing. Tu vois, la génération d'articles avec du ChatGPT, avec ce que tu veux, c'est vraiment là pour le coup un gain très significatif, quoi. Tu peux générer. ouais, et à la fois, Alors c'est pertinent ou pas, hein, ouais, mais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, c'est à suivre. C'est à suivre et ça, c'est un sujet que vous suivez énormément et j'imagine que tous les ans, il va falloir le mettre à jour. Ah oui, ouais, je pense que là, on peut mettre à jour toutes les semaines en ce moment. Ouais. Et j'allais te dire, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et donc ça, c'est toi qui as mené cette étude-là ou toi, je dirais, supervisé cette étude et puis c'est tes équipes qui l'ont créée? Moi, en général, je lance les idées. D'accord. Le principe général est que moi je regarde les choses, c'est ma compétence et je me dis tiens on pourrait faire ça. Je lance des idées. Après je les soumets à ce qu'on appelle le design committee, qui est les managers dont on parlait tout à l'heure. Et le design committee me dit bah non ton idée c'est de la merde Pascal vraiment. Ou alors ouais tiens c'est intéressant pourquoi pas. Et à partir de là on propose à des designers de rentrer dans ce truc là. Donc les tests de design sont faits par des designers qui participent aux études, quoi. Et j'imagine que quand on est designer, on peut proposer un thème, un sujet à aller défricher. Ouais, okay. Exactement. Donc du coup, ouais, tu vois, ça fait de l'émulation et c'est vrai pour tout. Hein. On fait de l'émulation sur l'accessibilité numérique, sur des sujets un peu plus tradis, sur l'éco-conception aussi. Comme ça permet à chacun de donner son avis et de progresser ensemble. Et tu vois, on aboutit ou on n'aboutit pas après. Hein. C'est pas le sujet, mais en tout cas, on lance des sujets et puis ceux qui aboutissent vont vraiment nous donner des nouveaux streams de services en fait. Ok. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'était l'UX pour les plateformes. Ouais. Plateformes, on entend Salesforce, ServiceNow et d'autres très gros éditeurs qui, comme je le disais, moi j'avais eu des expériences assez mitigées avec ces plateformes qui vendent le fait que tout est possible de faire et à la fois, quand il y a un intégrateur qui arrive, il te met tout justement et puis en fait difficile à prendre en main ou beaucoup trop long à renseigner, etc. Et donc la plateforme on l'utilise par obligation et par la contrainte. Vous justement vous avez pris le parti d'aller venir aider des entreprises qui intègrent ce type d'outils à réfléchir à l'expérience utilisateur sur ces plateformes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect-là? Eh ben, écoute, avec plaisir. C'est un vrai sujet qui est en train de monter assez fortement chez nous là. Effectivement, les grosses plateformes avec qui on est partenaire, type Salesforce, ServiceNow, les plateformes Microsoft, SAP, etc. En fait, on s'aperçoit que et c'est normal. Hein, même les patronnes du design de ces éditeurs-là le reconnaissent. Finalement une plateforme, c'est du prêt-à-porter, puisqu'elle doit correspondre aux besoins de tout le monde. D'accord. Donc le sujet le plus facile, c'est de dire voilà, la plateforme c'est du prêt-à-porter. Et effectivement, dans une plateforme comme dans Power BI par exemple sur Microsoft, tu as déjà des centaines de templates de dashboards qui sont déjà faits. D'accord. Maintenant, trouve-moi dans ces centaines le dashboard qui correspond précisément à toi ce que tu veux. Et la réponse est souvent il n'y a pas. Donc du coup, et c'est vrai pour tous les parcours, pour toutes ces plateformes-là, elles fournissent une base qui est hyper intéressante, qui s'adapte à plein de sujets. Mais par contre, ce qu'on fait, nous, c'est du sur-mesure. Ouais. En fait,
chaque boîte a besoin, et chaque entreprise, chaque organisation a finalement besoin de sur-mesure, parce que ces process sont pas forcément tout à fait les mêmes que les autres, que chez leurs concurrents. Et donc, du coup, le sujet de l'UX dans les plateformes, c'est ça, c'est d'être en amont pour étudier les process. Donc, il y a tout un sujet de recherche. Et puis, derrière, de rendre la plateforme sur mesure, souvent uniquement avec du paramétrage, des fois avec un peu de développement spécifique, mais de vraiment façonner la plateforme selon les besoins réels de ses utilisateurs. Ouais, tout à fait, parce que j'ai souvenir justement chez un client Air Liquide qui était passé sur Salesforce, et donc ils imaginaient gagner des millions grâce à tout ça, tout organisé dans le CRM, etc. Au final, ils se sont rendus compte qu'ils avaient mis un investissement énorme dessus, et au final, l'expérience utilisateur était pas à la bonne, parce que moi qui avais rencontré les intégrateurs qui avaient fait ça, on se rendait compte en réunion, pour comprendre un peu la problématique, la question c'était: est-ce que vous avez besoin de ça ou pas? Oui, non. Ok, j'enlève ou je supprime la possibilité, j'enlève le champ, je le supprime. Mais c'était pas du tout la réflexion de se dire mais comment vous fonctionnez, et de faire des ateliers de compréhension de process, de propositions, de tests, etc. C'était pas du tout fait de façon design, mais de façon peut-être bon, ça va, on est sur un podcast de designer, on peut le dire, mais de façon très développeur, peut-être très cartésien, de pas quoi, 0 ou 1. Ce que t'en as besoin, t'en as pas besoin. Et après, que tu comprennes vraiment si la personne en a besoin ou pas, tu te poses pas vraiment la question. Et en fait, c'est là où il y a un vrai intérêt pour ce rôle. Et moi, je suis sûr que vu les sommes investies chez ces éditeurs-là, ils peuvent pas se permettre que ça marche pas. Donc, justement, pour revenir sur ce sujet de budget, nous on a déjà lancé l'offre UX Salesforce et on est en train de lancer la UX ServiceNow. Et pour rebondir là-dessus, un des patrons du design de ServiceNow dit effectivement, faites des prototypes, faites de la recherche utilisateur, faites des prototypes, parce que ça dérisque votre intégration. C'est-à-dire que tu vérifies tes hypothèses et tu cales tes parcours avant d'avoir commencé à développer et avant d'avoir commencé à intégrer. Et ça, du coup, ça va économiser beaucoup. Et en général, ça va rendre une satisfaction utilisateur qui est bien meilleure. Oui, et puis quand tu as une satisfaction utilisateur, une satisfaction des comités de direction, super, on a réussi l'intégration. Demain, quand il faut revendre du ServiceNow ou du Salesforce, ils ont des retours d'expérience qui sont hyper positifs. Donc, les éditeurs, ils ont tout intérêt à faire appel à des gens comme vous aussi. Exactement. Et donc, le sujet, c'est l'impact. Hein. C'est ce sur quoi on travaille, c'est-à-dire de rendre ça vraiment utilisable. Et aujourd'hui, ça veut dire que vous avez des designers qui ont une spécialité Salesforce, une spécialité ServiceNow. Et c'est ça que vous développez. Et tu vois, Salesforce a bien pris les devants, puisqu'ils ont créé ils proposent une certification UX Designer Salesforce. Donc pour prendre en compte tous ces aspects, donc nous on a fait certifier des designers sur Salesforce et on les a formés aussi à ServiceNow, qui a pas un principe de certification, mais qui a un principe de formation à ces sujets et qui sont d'ailleurs assez en pointe aussi à ces sujets du X et du Y. Donc ouais, effectivement, ce sont des formations spécifiques. Moi, je trouve que c'est après je dis ça, mais on verra bien, mais je trouve que c'est un excellent move et qu'il y a vraiment pour moi, il y a vraiment du budget et des projets dessus, et il y a beaucoup d'entreprises qui ont des solutions mais qui leur conviennent pas et sur lesquelles on peut faire des améliorations. Ok, super. Merci Pascal, c'était un plaisir. On arrive sur la fin de l'échange. Et c'est passé hyper vite, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. On avait encore plein de trucs à se dire, c'est pas possible. Ouais. Et je te propose qu'on fasse un focus sur tes recommandations aux auditrices et auditeurs. Est-ce que toi tu as un livre dans le monde du design ou pas que tu nous recommandes de lire pour progresser dans notre métier? T'as tous les livres de Don Norman. T'as l'allemand qui est un livre de chevet sur toutes les activités du X. Et puis après, je trouve que c'est intéressant de s'ouvrir à plein d'autres choses.
Tu vois, tu peux aller regarder de la peinture classique, tu peux écouter de la musique, c'est une des choses que j'ai appris aussi pour être performant dans nos activités du UX et de conception. Il faut aussi aller regarder partout ailleurs dans plein de domaines différents, des domaines qui t'intéressent, ce qui peut t'inspirer, ce qui est inspirant pour toi. Et après moi ma façon de fonctionner, c'est d'aller compulser effectivement plein d'articles, d'aller lire plein de choses. Tu vois, le bouquin sur le product management de Weevoo est hyper intéressant. Okay. On avait reçu Antoine Visonneau sur le Linux et l'UX en startup, hyper intéressant aussi. Donc, ouais, tout à fait. Donc, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu es dans un domaine qui est mouvant. En fait, ça bouge tous les jours, toutes les semaines. Donc il faut, voilà, pour moi, il faut lire pas mal et il faut essayer. Ouais, il faut tester. Et justement, ce que j'allais te poser comme question, c'est pour faire ta veille UX, te maintenir au courant. Quel est ton principal canal d'acquisition de... Ah bah c'est le Teams de la communauté UX Inetum. Trop bien. Tu vois, où en fait publie des trucs dès qu'il y a quelqu'un qui trouve un article sympa, il dit ah moi j'ai trouvé ça, c'est sympa et publie, et donc du coup tu peux aller regarder, on partage des bouquins, on partage plein de trucs. Ok. Donc ça c'est la force aussi du truc. Bah ouais. Et enfin, est-ce que tu as un film et un album à nous recommander? Un film, un album, alors ça va te paraître un peu bizarre, mais j'écoute là en ce moment les albums du Wu-Tang. Pas du tout bizarre. Ça renforce encore plus notre lien, Pascal. Donc voilà, hier sur mon vélo, c'était Wu-Tang. 36e chambre. donc du coup, voilà. Et en film, écoute, il paraît qu'il faut aller voir Monte Cristo. Oui, d'accord. Donc je pense qu'on va aller le voir, et puis après plein de trucs, hein, un peu de Netflix, de séries, et puis qu'est-ce qu'on a vu dernièrement, je sais plus, mais voilà, pareil, très éclectique dans les choix de musique et puis de films. Parfait. Et si hier soir, j'en suis pas fier, on a regardé Bad Boys, la dernière. Bon. Et si Fall Guy, voilà, c'est ça. Le dernier qu'on allait voir, c'est Fall Guy, et franchement, c'était un bon moment. Ah, ok. Plutôt blockbuster alors. Ok. Ouais, désolé. Hein, non, mais c'est très bien. Tu sais, moi, mais des fois, ça fait du bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Bon, bah excellent, Pascal. C'était un vrai plaisir. Merci pour ton temps et la découverte de ton parcours, de tout ce que tu as apporté à Inetum, parce que je savais pas que tu étais au tout début de ce projet-là, et donc félicitations à toi vraiment. Et puis écoute, on continue de se suivre sur les réseaux, et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Ouais, et écoute, merci beaucoup Paul, c'était super chouette. J'ai pas forcément l'occasion de parler comme ça à bâton rompu souvent, et c'est passionnant d'échanger avec toi. Donc pareil, hein, je te souhaite, et j'ai peu de doute que Design Club va bien fonctionner, et ouais, c'est ce que tu es en train de faire est super chouette et ouvre plein de portes en fait. Ok, on croise les doigts. Merci Pascal. Salut. Yes, merci à toi. Ciao Paul. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.